Ce soir encore au Viatom pour nos conférences mensuelles. Et ce soir, notre invité, c'est Guillaume Trapp. Alors Guillaume est prof de physique à Centrale Paris. Il travaille à temps plein comme conférencier au Palais de la Découverte, mais il est également chercheur associé au CEA Saclay. Donc il a toutes les compétences pour nous parler de rayonnement cosmique. Et avec le Palais de la Découverte, il a la fibre, comme au Viatom, où on a envie de communiquer. Donc on est vraiment content qu'il soit venu. Je vois un petit appareil là, pour pas seulement nous parler de théorie, mais aussi nous parler de manière pratique. Alors on te remercie beaucoup d'être venu de Paris et on te dit bienvenue, merci et à toi la parole. D'accord, eh bien, j'espère que vous m'entendez et bienvenue à tous. Vous ne m'entendez pas, mais j'ai l'impression que le micro ne fonctionne plus. Ah. Il fonctionne encore. Bon, alors je vais élever un petit peu la voix. Le sujet qu'on m'a demandé de traiter ce soir est celui-là, voir le rayonnement cosmique. C'est pas moi qui ai choisi le titre. Et du coup, je vais me permettre de critiquer le titre, en toute amitié, bien sûr. Comme tout bon étudiant qui démarre une dissertation, on discute le sujet. Alors, quand on cherche à voir quelque chose, on utilise ses yeux. Or, nos yeux, vous le savez, sont très limités. Ils sont limités à des rayonnements visibles qui s'étalent entre le rouge et le bleu, et puis c'est tout. Alors que le rayonnement cosmique qu'on va chercher à discuter tout au long de la soirée est invisible en fait. Nos yeux n'y sont pas sensibles. Donc ce qu'on va se limiter de faire, c'est une détection et non pas une vision directe. Vous ne verrez rien au cours de la séance. Voilà, je vous prépare. Ne partez pas en courant, ceci étant, hein, ce sera passionnant. On parle de rayonnement, et en règle générale, quand on parle de rayonnement, on pense à la lumière, justement. Et on pense même à la lumière invisible, aux rayons X, aux rayons UV, aux rayons gamma. Or, l'essentiel des rayonnements que je vais vous présenter ce soir, ce sont des rayonnements invisibles, et non pas des rayonnements de lumière, mais des rayonnements de matière, autrement dit, des particules. Là encore, il faut amender le titre. Enfin, pour ce qui est de cosmique, je vais être très honnête avec vous, on rêve tous du cosmos, mais nous ne détecterons pas le cosmos dans cette salle. On va détecter des particules en fait atmosphériques qui tirent leur origine dans le cosmos, mais qui elles-mêmes sont terrestres et non pas extraterrestres. Vous voyez que ça fait beaucoup, hein, alors encore une fois, ne partez pas, ce sujet reste fascinant. On a fêté le centenaire en fait, du rayonnement cosmique il y a 2 ans, en 2012. Les rayons cosmiques ont été officiellement découverts en 1912. Et vous avez là deux photographies d'une exposition que j'ai eu la chance d'installer au Pic du Midi, au sommet du Pic du Midi, avec des collègues universitaires et médiateurs scientifiques. Je vous en parlerai un petit peu plus au cours de la séance. Étant donné qu'on a fêté un centenaire, ça vaut la peine de revenir sur la chronologie de tous ces événements. Et donc, l'approche que j'utiliserai au cours de la séance est essentiellement une approche chronologique. Ceci étant, lorsqu'on s'intéresse à l'histoire des sciences, il est facile de se perdre dans les méandres et les ramifications, les impasses de l'histoire, si bien que par moments, je serai un peu plus dogmatique et je vous demanderai de me faire confiance. Et d'ailleurs, je vais commencer tout de suite par quelques petits rappels sur la structure de la matière et en particulier la structure de l'atome. Vous le savez tous, la matière que nous connaissons est faite de petits grains, les atomes, petits grains qui sont connus, en tout cas envisagés depuis 2500 ans. On doit l'atome à Démocrite, grand philosophe matérialiste qui disait à ses élèves la chose suivante. Chers élèves, si je prends un objet et que je le découpe en 2, eh bien j'obtiens un demi-objet. Si je découpe encore en 2, j'obtiens un quart d'objet. Je découpe encore en 2, j'obtiens un huitième d'objet. Je vois que vous suivez, je découpe encore en 2, un 16e, etc., etc. Et évidemment, la question que posait Démocrite à ses élèves était, mais est-ce que je peux continuer à découper comme ça jusqu'à la fin des temps? Ou est-ce qu'à un moment donné, ça va s'arrêter? Et certains de ses élèves disaient, ben oui, tu peux continuer comme ça jusqu'à l'infini. Et là, Démocrite, il tiquait, il disait, mais non, parce que si je vais comme ça jusqu'à l'infini, à l'infini, il ne restera plus rien. Or, la matière existe, la matière est là. Il a fondé toute sa philosophie sur la matière. Et ainsi, par ce raisonnement, au fond un peu fallacieux, Démocrite a décrété que dans la matière, il devait y avoir des objets insécables, indivisibles par essence.
notez qu'on n'arrive jamais à l'infini, donc de toute manière, on ne peut jamais diviser à l'infini, mais peu importe, l'idée d'atome a fait son chemin jusqu'à nous, et idée extrêmement féconde, comme vous le savez. Alors, atome, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tomos, ça veut dire tranché, découpé, et A, c'est le préfixe privatif. Autrement dit, l'atome, c'est le truc qu'on ne peut pas diviser. Vous voyez que Démocrite ne s'est pas fatigué pour la nomenclature. Hein. Vous êtes au visiatome, vous êtes au visitruc qu'on ne peut pas découper. Voilà. Il se trouve que les atomes ont été mis en évidence au début du XXe siècle, en particulier par un grand physicien, Jean Perrin, dont on oublie souvent les contributions. Jean Perrin a également été le fondateur du Palais de la Découverte, c'est une des raisons pour laquelle je vous en parle. Et l'atome de Perrin et de ses collègues, c'est un atome qui échappe à sa définition. C'est un atome qui est sécable, qui est divisible. Voici l'image d'Épinal de l'atome. Au centre, une grappe de particules, qu'on appelle le noyau, et puis à la périphérie, eh bien, d'autres particules qui virevoltent. Alors ces particules portent des noms. Celles qui sont à la périphérie, c'est ce qu'on appelle des électrons, le corpuscule d'électricité. Ce sont ces électrons que vous achetez à EDF tous les mois. L'électron est porteur d'une charge électrique, une charge négative, par convention. Dans le noyau, des charges également, des charges positives, portées par des protons. Et puis enfin, des particules neutres, des neutrons. Voici la sainte trinité de la matière, au fond. Toute la matière est réductible à ces trois entités: le proton, le neutron, l'électron, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Il n'y a rien d'autre, au fond, à savoir, en tout cas pour suivre la suite de l'exposé. Alors, bien sûr, tout ça est une vision très schématique. On pourrait gloser pendant des heures. Au fond, ici, on a des charges électriques qui se repoussent. Comment se fait-il qu'elles soient collées ? Les électrons, ils tournent autour. S'ils tournent, ils sont accélérés, donc ils émettent un rayonnement. Donc, normalement, ils devraient s'écraser sur le noyau. Ce n'est pas le cas. Enfin, bref, il y a beaucoup de subtilité quant à l'atome, mais retenez la Sainte Trinité, et ce sera déjà un succès. Cet atome porte un nom, comme tous les atomes du monde. Pour trouver le nom d'un atome, je vous rappelle qu'il suffit de compter le nombre de protons. Ici, 2. Une fois que vous disposez de cette information, vous attrapez un chimiste et vous lui dites 2 protons. Si c'est un bon chimiste, il va vous dire immédiatement le nom de l'atome. Si c'est un mauvais chimiste, eh bien, il va consulter ses antisèches, à savoir le tableau de Mendeleïev. Le numéro de la case dans ce tableau vous donne le nombre de protons, quoi. Bon, eh bien ici, 2 protons, hélium. Voilà. Et pour être très précis, c'est ce qu'on appelle de l'hélium 4, mais on va laisser le 4 de côté, hélium. Voici un autre noyau, un noyau beaucoup plus lourd que l'hélium. Mettons un noyau d'uranium, le noyau le plus lourd de la nature, 92 protons, 146 neutrons. Vous ne trouverez pas plus gros, en tout cas d'un point de vue naturel. À Marcoule, on produisait des choses plus lourdes, du plutonium par exemple, mais dans la nature, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien de plus gros en tout cas. Ce noyau est mal dans sa peau, il est obèse, il faut qu'il fasse régime. Eh bien, une fois, tous les 5 milliards d'années, il décide de faire régime et il expulse 2 protons, 2 neutrons. Un petit paquet, un noyau d'hélium, quoi. C'est ce que vous avez vu sur la planche d'avant. Et ce noyau part ici à 20 000 km par seconde. Rayonnement, particule rapide, c'est ce qu'on appelait autrefois, et ce qu'on appelle encore, un rayon alpha, une particule qui se balade en ligne droite. Si ce processus se réalise dans le vide, eh bien l'alpha part à l'infini. Mais si ce processus se réalise dans l'air, ce qui est pratiquement toujours le cas, eh bien l'alpha va rencontrer d'autres atomes, des atomes de l'air. Alors je ne précise pas leur nature ici. Ces atomes ont leurs électrons en périphérie. Lorsque l'alpha rencontre les électrons, eh bien collision. Les électrons sont éjectés, épluchés, et ainsi nous assistons à un processus dit de ionisation. C'est-à-dire que les atomes qui sont ici et qui perdent des électrons sont des atomes mutilés, qu'on appelle des ions, des atomes qui ont perdu des bras, des jambes. Voilà. Les bras et les jambes des atomes, c'est les électrons. Hein. Eh bien ici, des atomes mutilés. Ces atomes mutilés, c'est ce qu'on appelle des ions positifs. Les électrons ne vont pas rester célibataires très longtemps, ils vont se coller à un autre atome et ça va nous fabriquer des ions négatifs. Voilà comment un rayonnement, en tout cas une particule véloce, peut engendrer des charges électriques dans l'air, des ions. Avec ces informations-là, mesdames, messieurs, le reste de la séance n'aura plus aucun mystère.
Alors maintenant, quelques petits mots sur l'histoire, et même plus particulièrement la préhistoire du rayonnement cosmique. En 1747, l'abbé Nollet, qui était le physicien en chef de Versailles, sous Louis XV, invente un instrument qui permet de mesurer l'électricité, l'électroscope, ou plus précisément l'électromètre. Alors vous avez ici une gravure de l'électromètre de Nollet. Ici, une machine électrostatique qui produit des charges électriques. Ces charges sont conduites par un matériau conducteur. Une petite chaîne ici qui redistribue les charges sur deux petites feuilles d'or qui pendouillent ici mollement au bout de la chaîne. Les charges électriques de même nature se repoussent. L'électrisation ici conduit donc les deux petites feuilles d'or à s'écarter l'une de l'autre. Avec un système ingénieux, ici, Nollet projetait l'ombre des feuilles d'or sur un écran, l'écran était gradué, et ainsi il pouvait mesurer en gros l'électricité disposée à la surface des feuilles d'or. Plus il y a d'électricité, naturellement, plus les feuilles d'or s'écartent. À l'époque, on n'avait aucune idée de ce qu'étaient les électrons, les protons, etc. Hein. Vous le savez aujourd'hui, mais bon, voilà, Nollet savait qu'il y avait des charges électriques. J'ai ici une version moderne de l'électromètre de Nollet. C'est un électroscope à aiguille. Il fonctionne sur le même principe. Vous avez ici une plaque que j'ai chargée avant le début de la conférence. Et puis, en bas, vous voyez une tige verticale et une petite aiguille qui s'écarte de la tige puisqu'elles sont chargées et qu'elles se repoussent à l'heure qu'il est. On va laisser l'électroscope tranquille, comme ceci, tout au long de la séance. Alors, notez que là, on est au niveau de la 1, 2, 3, 4. Quatrième graduation, en partant du haut. On va voir s'il y a un changement au cours de la conférence. Il est probable qu'il y en ait un, puisque Coulomb, quelques années après les travaux de Nollet, il remarque que, quoi qu'il fasse, ces électroscopes finissent toujours par se décharger spontanément. Vous chargez un électroscope, vous attendez quelques heures, il n'y a plus de charge. Il y a quelque chose manifestement qui décharge l'objet, quand bien même on isole très précisément les conducteurs de l'objet, quoi. Bon. Alors ce mystère va subsister jusqu'à ce qu'un Anglais découvre l'agent au fond déchargeant. Cet Anglais c'est Crookes. Crookes c'est le pape des tubes à vide. Il installe un électroscope dans un tube à vide et il constate en faisant le vide que la charge sur l'électroscope se maintient. Ça voulait donc dire que c'était l'air en fait qui venait décharger les électroscopes avant Crookes. Bon, l'air en principe c'est neutre. Si l'air vient décharger l'électroscope, c'est qu'il y a des charges dans l'air, des charges libres dans l'air. Et les charges libres dans l'air, ce sont les ions que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc voilà ce qui se produit lorsqu'un électroscope se décharge. Eh bien, des ions qui sont dispersés ici viennent compenser la charge qui a été placée sur l'électroscope. Là, vous avez un électroscope chargé positivement, eh bien, ce sont des ions négatifs attirés par les charges positives qui viennent neutraliser la fer et les feuilles d'or retombent. Donc maintenant, la question que vous vous posez tous, c'est mais d'où proviennent ces ions qui sont naturellement présents dans l'air et qui déchargent les électroscopes depuis le XVIIIe siècle. À la fin du XIXe siècle, on découvre un agent ionisateur, la radioactivité. Il existe des substances naturelles qui brillent dans l'invisible, qui projettent des rayonnements ionisants. Les rayons alpha, c'est le cas de l'uranium dont j'ai parlé en introduction, c'est le cas également du radium. Vous voyez ici Pierre et Marie Curie qui tiennent une petite source de radium qui brille dans toutes les directions et qui crache ainsi des rayons ionisants. Lorsque vous présentez une source radioactive à un électroscope, l'électroscope se décharge instantanément du fait de la production massive d'ions. Et Pierre et Marie Curie, enfin surtout Marie Curie qui s'interroge beaucoup sur la radioactivité à l'époque, émet une hypothèse en 1898, hypothèse qui est souvent oubliée par les historiens des sciences. Alors je vous lis ici une citation de Marie Curie. « Les propriétés des rayons émis par l'uranium et le thorium sont très analogues à celles des rayons secondaires des rayons de Röntgen. Les rayons de Röntgen, ce sont les rayons X. On pourrait imaginer que tout l'espace est constamment traversé par des rayons analogues aux rayons de Röntgen, aux rayons X donc, mais beaucoup plus pénétrants, et ne pouvant être absorbés que par certains éléments à gros poids atomique, tels que l'uranium et le thorium. » Pourquoi est-ce que Marie Curie invente ce rayonnement analogue aux rayons X ? Eh bien parce qu'elle se demande d'où vient l'énergie des sources radioactives.
elle ne comprend pas pourquoi l'uranium crache comme ça des rayonnements très énergétiques sans qu'il y ait d'énergie a priori qui rentre dans l'uranium. Et donc elle se dit, mais il doit y avoir, s'il y a de l'énergie qui sort, il doit y avoir de l'énergie qui rentre. Et cette énergie, elle est sans doute sous la forme d'un rayonnement subtil qui traverse tout le cosmos et puis qui s'arrête dans les éléments lourds. Et elle est guidée dans son raisonnement par le fait que pour produire des rayons X, en fait, autrefois, il fallait envoyer des rayons cathodiques, donc des électrons sur des morceaux de verre, par exemple. Bon. Et puis, quelques années plus tard, dans sa thèse, elle écrit ceci. Messieurs Elster et Geitel ont trouvé que la radioactivité de l'uranium n'est pas changée au fond d'un puits de mine de 850 mètres de profondeur. Une couche de terre de cette épaisseur ne modifierait donc pas le rayonnement primaire hypothétique. Elle a toujours l'idée que, en 1903, que les sources radioactives sont d'une certaine manière stimulées par ce rayonnement invisible, mystérieux, et elle conclut que ce rayonnement est capable de traverser 850 mètres de terre sans aucun problème, puisque qu'une source radioactive soit à la surface du sol ou en profondeur, elle a toujours la même activité. Et elle poursuit, nous avons mesuré la radioactivité de l'uranium à midi et à minuit, pensant que si le rayonnement primaire hypothétique avait sa source dans le Soleil, il pourrait être en partie absorbé en traversant la Terre. L'expérience n'a donné aucune différence pour les deux mesures. Donc elle va plus loin dans ses hypothèses, elle se dit, bon, il y a ce rayonnement, il est là partout, il excite les sources radioactives, peut-être qu'il vient du Soleil. Peut-être qu'il vient de l'astre du jour. Or, les mesures donnent la même chose à midi et à minuit. Donc ça ne vient pas du Soleil, ça vient de plus loin. Et en fait, sans le vouloir, elle invente le rayonnement cosmique. Même si elle fait fausse route, parce qu'en vérité, les sources radioactives n'ont pas besoin d'un rayonnement excitateur. L'énergie vient de E égale mc2, quoi. Mais ça, Einstein le comprendra bien plus tard. Alors, chez les Anglais, eh bien, on pense la même chose. Voici Charles Wilson, qui nous dit en 1901, la cause de la production d'ions dans l'air pur pourrait résider dans un rayonnement émis par des sources situées hors de l'atmosphère, de nature similaire aux rayons de Röntgen ou aux rayons cathodiques, mais douées d'un pouvoir de pénétration considérable. Wilson, au passage, invente un système qui permet de mesurer des ions dans l'air. Un système différent de l'électroscope, un système appelé chambre à brouillard. Et quelques années après l'invention de l'objet, on s'aperçoit que ce détecteur permet de visualiser des traces de rayonnement, type alpha, bêta, gamma, enfin des rayonnements de la radioactivité. On va revenir largement sur cet objet et sur son fonctionnement plus tard, j'en dis pas plus pour l'instant. On continue de s'interroger ici sur, au fond, la nature de ce rayonnement qui ionise l'air en permanence. Rutherford, l'équivalent de Marie Curie en Angleterre, enfin dans le monde anglo-saxon, il a l'idée d'emprisonner ses électroscopes avec du plomb. Il sait qu'avec le plomb, il peut couper les rayons de la radioactivité, et il constate que, malgré le plomb, eh bien, l'électroscope se décharge encore. Ça veut donc dire que le rayonnement est plus pénétrant que le rayonnement issu de la radioactivité, c'est un rayonnement qui vient d'ailleurs, quoi. Pacini, en Italie, se demande s'il pourrait arrêter ce rayonnement avec de l'eau, par exemple. Et donc, il emporte ses électroscopes sur des bateaux, il se balade sur des lacs, sur la mer, et il constate que l'électroscope sur mer se décharge aussi vite que sur Terre. Ça voulait donc dire que le rayonnement n'était pas arrêté, s'il venait du bas, en tout cas, il n'était pas arrêté par l'eau. Quant à ce personnage, Theodore Wolff, le père Wolff, au début du XXe siècle, il vient à Paris et il installe ses électroscopes au sommet de la Tour Eiffel. Et là, il se dit, bon, au sommet de la Tour Eiffel, je suis à 100 mètres d'altitude, l'air va couper tous les rayonnements de la radioactivité. En principe, au sommet de la Tour Eiffel, l'électroscope devrait rester chargé ad vitam aeternam. Il fait la mesure et il s'aperçoit qu'au sommet de la Tour Eiffel, en effet, l'électroscope reste chargé un tout petit peu plus longtemps qu'au pied du monument. Mais quantitativement, ça ne colle pas. Il y a encore plein d'ions là-haut dans l'air, au sommet de la Tour Eiffel. D'où viennent ces ions, quoi. Ils ne peuvent pas venir de la radioactivité, puisque toute la radioactivité qui remonterait du sol est arrêtée par l'air. Pour conclure, il fallait monter plus haut, et c'est ce physicien autrichien qui va achever le travail, Victor Hess. En 1912, il monte en ballon à 5000 mètres d'altitude. Il fait un vol historique qui le mène de la République tchèque jusqu'à une petite ville proche de Berlin. Et au cours de son vol en ballon, il fait des mesures de décharge d'électroscope. En gros, il fait des mesures d'ions dans l'air. Et il constate qu'à mesure qu'il monte,
eh bien, d'abord, la quantité d'ions commence par décliner, et puis très rapidement, au-delà de 2 km, alors là, ça explose. Au-delà de 2 km, en fait, l'air est super électrisé, super ionisé. Ça voulait donc dire que il y avait nécessairement un rayonnement très pénétrant d'une nature encore inconnue, venant principalement d'en haut et étant probablement d'origine extraterrestre. Et c'est comme ça que les rayons cosmiques ont fait leur entrée dans la physique. Hess parlait à l'époque de rayonnement d'altitude, Höhenstrahlung. Les trois questions qui se posent instantanément sont: quelle est la nature de ce rayonnement, premièrement? Deuxièmement, quelle est son origine? Et troisièmement, quelle est son utilité, si utilité il y a? On va tâcher de répondre à ces trois questions au cours de la conférence. D'abord, pour ce qui est de la nature, je vous présente ici trois protagonistes essentiels. Très rapidement, après la découverte des rayons cosmiques, Millikan, qui est ici, qui est un prix Nobel de physique américain, déjà très célèbre à l'époque, émet sa propre hypothèse. Millikan dit: les rayons cosmiques, ce sont des rayons gamma. Autrement dit, des rayons de lumière extrêmement énergétiques qui viennent du cosmos parce que, disait Millikan, en permanence dans le cosmos, il y a des atomes qui naissent. Et les cris de naissance de ces atomes, ce sont des rayons gamma. C'est une vision un peu créationniste du monde, mais voilà, Millikan assumait ses croyances et il diffusait ses idées de manière assez ferme. Très rapidement, il a été remis dans le droit chemin par ses deux camarades ici. L'Italien Rossi et l'Américain Compton ont prouvé qu'en fait, ce rayonnement qui vient du cosmos, il est électrisé, parce qu'il est sensible au champ magnétique terrestre. Il y a un effet à la fois de longitude et de latitude. Ce ne sont pas des rayons gamma, ce sont des particules. Alors voici les mesures de Compton. Vous avez ici des lignes dites isocosmes, c'est-à-dire des lignes qui vous donnent un flux de rayonnement cosmique constant, et vous constatez que ce flux il varie avec la latitude, et il augmente à mesure qu'on s'approche des pôles. Vous connaissez peut-être la structure du champ magnétique terrestre. Au niveau des pôles, il y a une espèce de cornée magnétique. Les particules qui proviennent du cosmos, manifestement, peuvent s'enrouler autour des lignes de champ et pénétrer plus facilement dans l'atmosphère au niveau des pôles qu'à l'équateur. Donc ça, c'est l'effet de latitude. Et puis ici, l'effet de longitude. Lorsque vous mesurez le rayonnement cosmique, en fait, vous vous apercevez qu'il y a plus de rayons cosmiques qui viennent de l'ouest que de l'est. Cet effet a été mis en évidence par Bruno Rossi. Et l'interprétation naturelle, c'est que les rayons cosmiques sont des particules, positives en l'occurrence, qui se courbent en passant dans le champ magnétique de la Terre. Et vous en avez plus qui viennent de l'ouest que de l'est, parce que celles qui devraient venir de l'est, en fait, elles sont arrêtées par la Terre. La Terre fait écran. Donc, fatalement, voilà, elles sont chargées, elles sont positives. Et puis, en continuant les mesures, on comprend que, globalement, voilà ce qui se passe dans l'atmosphère. En permanence, vous avez des rayons cosmiques qui viennent du cosmos, donc des particules ultra-énergétiques qui s'écrasent dans la haute atmosphère et qui engendrent des particules secondaires, ce qu'on appelle des gerbes, des averses cosmiques. Ces particules se multiplient, elles arrivent jusqu'à nous, et sur leur passage, elles ionisent l'air, d'où les ions qui viennent décharger les électroscopes. Et alors, on doit distinguer désormais deux composantes dans les rayons cosmiques, des rayons cosmiques primaires et puis des rayons cosmiques secondaires. Alors on va commencer par discuter un peu des rayons cosmiques secondaires, mais avant cela, comme vous avez déjà reçu beaucoup d'informations dans ce préambule, je voudrais qu'on fasse une petite pause, qu'on s'intéresse à l'électroscope et puis à un autre détecteur. Alors là, je vous le dis parce qu'évidemment, vous ne voyez rien, on a perdu au moins 2-3 graduations. Il y a des ions dans l'air ici au visiatome. Il est fort probable qu'une partie de ces ions proviennent des rayons cosmiques. Donc il y a des rayons cosmiques dans cette salle. Voilà l'information. Alors maintenant, on va passer à un autre détecteur beaucoup plus spectaculaire que celui-là. Ce détecteur, c'est la fameuse chambre à brouillard. Je voudrais d'abord vous expliquer le fonctionnement et puis ensuite je vous montrerai des petits films pour qu'on voit bien comment ça fonctionne en pratique. Alors j'emprunte une partie de ces informations de ce site web, cloudylabs.fr. C'est un site web qu'on doit à quelqu'un qui est dans cette salle et qui est là-bas au fond, qui s'appelle Julien Simon. Et Julien Simon, c'est un peu le Charles Wilson du XXIe siècle, mesdames, messieurs. Un génial constructeur de chambres à brouillard amateur.
Et je vais vous montrer ces chambres dans un instant. Alors voici une chambre à brouillard typique. Vous avez une enceinte dans laquelle vous cherchez à fabriquer du brouillard. Wilson, c'est un physicien romantique au départ. Il grandit à côté du Loch Ness. Il voit du brouillard toute son enfance et arrivé à l'âge adulte, il veut reproduire du brouillard, quoi. Voilà ce que dit la légende. Et donc il invente une enceinte dans laquelle eh bien, il se débrouille pour que l'air soit humide et pour qu'en provoquant une détente, eh bien, l'humidité se condense pour fabriquer des petites gouttelettes. Alors ici vous avez le schéma de fonctionnement d'une chambre à brouillard à diffusion qui fonctionne non pas avec de l'eau mais avec de l'alcool. Alors voilà comment ça fonctionne. Ici vous avez des petites rigoles dans lesquelles vous avez de l'alcool. Ces rigoles sont chauffées par un courant électrique, l'alcool s'évapore, et ainsi dans l'enceinte, eh bien, c'est saturé en alcool, très très humide en alcool. Au fond, vous avez une plaque noire qui est maintenue à très très basse température, moins 30 degrés. Si bien que là, juste au-dessus de la plaque noire, vous avez une zone qui est sursaturée, c'est-à-dire une zone dans laquelle il n'y a vraiment plus de place pour la vapeur d'alcool. Il suffit d'une petite perturbation pour que l'alcool se condense. Eh bien, à ne pas y manquer, dès qu'une particule va franchir cette zone, elle va ioniser sur son passage et les ions vont constituer des sites de nucléation, des germes pour la construction de petites gouttelettes. Et donc, dès que vous avez une particule qui passe, eh ben, derrière, vous avez un brouillard d'alcool épais, quoi. Et ainsi, à l'œil nu, ben, vous pouvez voir les particules qui passent. Voilà le principe de fonctionnement général. Pour le dire beaucoup plus simplement, ça c'est l'atmosphère à l'envers. L'atmosphère dans notre salle, c'est plus 20 degrés, la température qui est en haut. À quelques kilomètres d'altitude, il fait moins 30 degrés, donc c'est à l'envers. Et dans l'atmosphère, ben, vous avez des avions de ligne qui passent. Ces avions de ligne, ils crachent de la vapeur d'eau par leur turboréacteur. L'eau là-haut se condense, ça vous fait des traînées blanches. Les traînées blanches derrière les avions de ligne, ce sont des nuages, du brouillard si vous voulez. Eh bien, nous ici, nous allons retrouver des petites traces ressemblant à des traces d'avions de ligne. Les avions de ligne en question, ben, ce sont des particules subatomiques. Alors, je vais vous montrer ici un petit film qui a été réalisé par Julien avec sa chambre à brouillard. Chambre à brouillard donc fabriquée maison. Alors, il faut que je retrouve tout ça. Ouais, ça doit être là. Voilà, ici. On va regarder ça d'abord. Bien, donc ça c'est l'objet en question. Vous pouvez l'acquérir. Donc Julien m'a dit que ça coûtait 2500, c'est ça tu confirmes? Un peu plus, oui, d'accord. Alors voilà comment ça fonctionne. Ici, donc vous avez l'enceinte, la plaque noire au fond qui est maintenue à basse température, moins 30 degrés. Et puis, vous le constatez, là, il y a plein de petites gouttelettes, quoi. Il y a un brouillard diffus dans cette chambre. De l'alcool, en fait, tombe du ciel et se condense au niveau de la plaque noire. Dans cette chambre, vous avez là un petit morceau de céramique qui contient, qui est recouvert d'une glaçure uranifère. C'est-à-dire qu'il y a de l'uranium là-dedans. S'il y a de l'uranium, souvenez-vous, ça veut dire qu'il y a des petits rayons alpha qui sont éjectés, puisque l'uranium est radioactif. Eh bien, ces rayons alpha, ils vont ioniser l'air de la chambre et ainsi fabriquer des petites traces. C'est ce que vous voyez là. Toutes les petites traces que vous voyez là sont des rayons alpha qui sont émis par cette céramique. Alors, je déclenche la vidéo. Là, regardez, vous voyez le matériau qui bon alors là, l'ordinateur rame naturellement, mais voilà, vous voyez ces petites traces qui partent dans toutes les directions. C'est la visualisation directe des rayonnements dont on parle depuis le début de la séance, enfin en tout cas ici des rayonnements de la radioactivité, quoi, des rayons alpha. Et puis là vous avez une autre source radioactive qui a été introduite, un peu plus artificielle, celle-ci, si je ne dis pas de bêtises, c'est de l'américium, c'est ça, l'américium 241. Et donc vous voyez qu'il crache plein de petits rayons alpha là, dans cette direction. Donc la chambre à brouillard vous permet de visualiser ces rayonnements. Donc oui, on va voir des choses, je veux dire, on va voir des choses, mais bien sûr c'est très indirect. Alors ça c'est ce qui se passe quand on introduit des sources radioactives. Maintenant je vais vous montrer une vidéo réalisée par Julien également avec une autre chambre à brouillard mais qui fonctionne sur le même principe. Mais cette fois-ci cette chambre à brouillard elle a été placée à 3000 mètres d'altitude au sommet du pic du Midi. Et là on n'introduira pas de source radioactive à l'intérieur, on va simplement laisser le bruit de fond s'exprimer, quoi. Et dans le bruit de fond, bien naturellement on va retrouver des rayons cosmiques. Voilà, il faut que j'allume ça.
Ne vous endormez pas, hein, je vous rappelle que nous sommes en direct. Ah, voilà. Ça dure 11 minutes, on ne va pas regarder les 11 minutes, hein, mais vous allez voir, on va se limiter à des choses qu'on voit au départ. Alors, on retrouve donc la plaque noire du fond, et puis vous voyez plein de petites traces ici. Ces petites traces-là, ce sont des rayonnements tout à fait naturels qui proviennent pratiquement tous du rayonnement cosmique secondaire, quoi, hein, donc qui tirent leur origine dans le cosmos. Alors, ce que vous voyez en permanence, comme ceci, ces traces biscornues, sinueuses, c'est ce qu'on appelle des rayons bêta. Ce sont des électrons qui proviennent des gerbes secondaires. Maintenant, il y a plus intéressant que les bêta, en tout cas plus spectaculaire, ce sont des traces longues, droites et épaisses. Alors, on vient d'en voir une. Vous allez continuer à regarder. Si vous voyez une trace longue, droite et épaisse, je vous demanderai de pousser un petit cri de joie. Parce qu'alors là, vous aurez vu un rayon cosmique. Ah, ouais, bah alors moi je l'ai loupé, donc je ne vous crois pas. Ici, vous voyez des petits rayons alpha. Ces rayons alpha isolés, ils proviennent d'un gaz radioactif qui est présent dans l'air, qui s'appelle le radon. Bon, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Nous, ce qu'on cherche, c'est des traces longues, droites et épaisses. Dès que vous en voyez une, vous criez. Hein. Ça aussi, vous pouvez acheter. C'est 15 000 €. Hein, c'est plus cher que chez Julien, mais c'est un peu plus grand. Bon. Ah, là, vous avez vu, là, il y en avait une belle qui est passée. Tout ça, hein, je veux dire, c'est naturel, c'est là en permanence, et c'est présent dans tout l'espace. Donc vous voyez que l'espace est transpercé. Ah, là, l'espace est transpercé en permanence par du rayonnement, par des particules subatomiques. Hein, c'est assez incroyable. Bon, on attend encore le prochain. Donc ça, c'est un alpha ici. On attend le prochain rayon cosmique. Providentiel. Alors, attendez. Là, vous l'avez vu? Bon, voilà. Écoutez, il y en a en permanence, ça dure 11 minutes. Vous irez sur le site de Julien, hein, cloudylabs.fr. Il y a aussi une chaîne YouTube associée. C'est fabuleux. Alors, naturellement, ça, c'est à 3000 mètres d'altitude. À 3000 mètres, vous êtes plus proche du ciel. Vous avez plus d'événements comme ceci, ligne droite et épaisse. Si vous regardez la chambre à brouillard du Visiatome, il y en a une, hein, juste ici, pas très loin, il faudra que vous alliez voir ça, vous verrez beaucoup moins de ces traces-là. Vous en verrez peut-être une par minute, quelque chose comme ça. Là, on en voit pratiquement des dizaines par minute. Donc, vous pouvez en voir quand même, mais c'est naturellement moins spectaculaire à notre altitude. Alors, que sont ces traces? Eh bien, je vais vous donner la réponse tout de suite, de façon un peu dogmatique à nouveau. Voilà. Ces traces-là, en fait, ce sont des protons. Des protons isolés, des protons super énergétiques, des noyaux d'hydrogène. Alors la question que vous devez vous poser, mais c'est d'où viennent ces protons, au fond, quoi. Ben, les protons, on les trouve dans les noyaux. Ça veut dire que là, il y a des protons qui sont sortis des noyaux, mais qui sont sortis à grande vitesse. Or, il y a très peu d'éléments radioactifs sur Terre qui crachent des protons. Il n'y en a plus, quoi. Il y en avait au commencement, il n'y en a plus aujourd'hui. Donc, si là, vous avez un proton qui passe, c'est qu'on l'a forcé à sortir de son noyau de départ. Et si on l'a forcé à sortir, c'est parce qu'en fait, il y a eu une collision dans un premier noyau. Donc, voilà ce qui se passe. Il faut imaginer que, je ne sais pas, ici, là, 100 mètres plus loin, il y a un noyau qui a explosé. Parce qu'il a reçu un proton sur la tête. Et il a envoyé des protons dans toutes les directions. Et vous en avez un comme ça qui a eu la bonne idée de passer par la chambre à brouillard. Sur son passage, notez que ce proton, il a éjecté des électrons. Hein. Ce sont ces petits aiguilles là qu'on appelle des rayons delta. Bon, question, d'où vient le premier proton qui a frappé le noyau? Réponse? Eh ben, d'un autre proton qui a frappé un autre noyau 100 mètres plus loin. Et vous avez comme ça une dizaine de réactions en chaîne qui vont conduire au cosmos. Voilà ce qu'on a compris. Alors, je vous l'exprime comme ceci. Les rayons cosmiques qui arrivent du cosmos, en fait, engendrent trois types de gerbes dans l'atmosphère. Des gerbes dites électromagnétiques, où vous trouvez essentiellement des électrons et d'autres choses, on va y revenir. Une autre composante dite muonique, que je détaillerai dans un instant, et puis une composante hadronique, et c'est ce qu'on vient de voir. Vous avez des bouts de noyaux qui partent, qui font exploser d'autres noyaux, avec des bouts de noyaux qui partent dans toutes les directions, et vous avez ainsi des protons et des neutrons. Les protons chargés ionisent l'air, ils passent dans la chambre, ils vous font ces belles traces. Ça va? Bon. Alors maintenant, on va s'intéresser aux autres composantes.
Voici la chambre à brouillard de Anderson, Carl Anderson, qui est ici, avec cette chambre à brouillard que Anderson qualifiait de gros cochon obèse. La physique a découvert l'antimatière. Voici un électron de charge positive, un électron qui remonte ici, qui se courbe un peu parce qu'il y a du champ magnétique, qui rencontre une plaque de plomb, qui perd un peu d'énergie et puis qui se courbe davantage. Un électron, dans les mêmes circonstances, tournerait dans l'autre sens. Vous avez ici un électron positif, un anti-électron. L'anti-électron avait été prédit quelques années auparavant par un théoricien qui s'appelait Paul Dirac. C'était la confirmation éclatante de la théorie, sachant que la théorie en fait, avait réussi à unifier la relativité restreinte et la mécanique quantique. Quand vous unifiez ces deux théories fondamentales de l'univers, eh bien vous obtenez de l'antimatière. L'antimatière est une conséquence de l'affaire. Anderson, à nouveau, quelques années plus tard, il découvre une autre particule qui se courbe aussi dans sa chambre à brouillard. Et cette particule, il arrive à en mesurer la masse et il trouve que, elle pèse 200 fois plus lourd que l'électron ou que le positron, Et électriquement parlant, c'est chargé négativement, donc ça ressemble véritablement à un électron, mais c'est 200 fois plus lourd. C'est un électron obèse. Jusqu'à présent, les seules particules dont on a parlé, c'était l'électron, le proton, le neutron, la Sainte Trinité. Il faut rajouter quelqu'un. La famille s'agrandit, mesdames, messieurs. Voici un électron lourd. Électron que personne n'avait prédit. Je veux dire, il s'est invité dans la physique. Et quand il est arrivé, un grand physicien américain qui s'appelait Rabi a dit mais qui a commandé ça? Je veux dire, on n'en avait pas besoin. C'est ainsi, il faut faire avec. Il existe en fait des particules qui sont des répliques lourdes des particules standards qui constituent notre monde. Le muon en est un exemple. Alors, comme il est lourd, c'est comme pour l'uranium, il est radioactif, il est trop lourd, il doit faire régime. Lui, il fait régime en 2 microsecondes, il se désintègre et il redonne un électron. Le muon, d'une certaine manière, c'est le père de l'électron. Nous sommes tous constitués d'électrons. Un tiers des particules qui nous constituent, ce sont des électrons. Ces électrons-là descendent en fait de muons primitifs qui étaient dans le cosmos au moment du Big Bang. Nous descendons des muons, nous descendons du ciel, mesdames, messieurs. Bon, ces muons, Rabi dit ils servent à rien. En fait, on leur a trouvé une utilité assez rapidement. Dans les années 50, un physicien américain qui s'appelle Luis Alvarez, il comprend qu'avec des muons, on peut devenir très riche et très célèbre. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent devenir riches et célèbres? Vous êtes tous très sages, en fait, vous en fichez de tout ça. Bon, pour devenir très riche et célèbre, si ça vous intéresse quand même, trouvez le moyen de fabriquer des muons en grande quantité. Et ensuite, avec vos muons, vous irradiez une chambre à bulles. Non, plus simple, vous irradiez une cuve remplie de dihydrogène liquide. C'est abondant, l'hydrogène. Voilà. Vous irradiez votre cuve, et là, vous allez pouvoir réaliser le rêve de tous les ingénieurs du CEA, de tous les ingénieurs du nucléaire, la fusion froide. De la fusion nucléaire sans avoir à chauffer. Le muon va arriver, et c'est une photo de fusion froide ici. Le muon arrive, il s'installe dans la molécule d'hydrogène, il éjecte les électrons qui étaient là pour lier la molécule, il prend leur place, et comme il est plus lourd, du coup, il réduit un peu la taille de la molécule, Il permet au noyau de se rapprocher. Et les noyaux dans une telle molécule sont tellement proches qu'ils fusionnent spontanément par effet tunnel, il n'y a même pas besoin de chauffer. La fusion froide, la fusion dans un tube à essai, si vous voulez. Mais il faut les muons au départ, c'est toute la difficulté. Personne ne sait fabriquer les muons de manière abondante sans que ça coûte cher. Mais si vous trouvez cette solution, ensuite vous faites de la fusion et puis vous doublez tous les ingénieurs du CEA. D'autres utilités au muon, le muon est ultra pénétrant, c'est un passe-muraille. En ce moment même, il y en a plein là, qui traversent le plafond et qui vous traversent. On ne les voit pas bien dans la chambre à brouillard parce qu'ils vont trop vite et puis ils ne viennent pas trop à l'horizontale, mais à la verticale, il y en a plein. Tendez vos mains comme ceci. Allez-y, mesdames, messieurs, tendez vos mains comme ceci, comme à la messe. Voilà. Eh bien, à chaque seconde, chacune de vos mains est transpercée verticalement par un muon. Vous ne sentez rien. Le muon non plus, il ne sent rien, mais en tout cas, il est là et il passe. Il passe même à travers les volcans. Voici le volcan de la Soufrière. Eh bien, il y a des géophysiciens qui ont utilisé les muons qui traversent le volcan
pour cartographier l'intérieur et pour essayer de voir s'il n'y aurait pas une chambre magmatique cachée. C'est Alvarez qui avait eu l'idée d'utiliser le muon pour faire ce genre de choses. Alvarez, il avait installé des détecteurs de muons dans la grande pyramide de Képhren en Égypte. Et son espoir, c'était de découvrir des chambres funéraires encore inédites. Il ne les a pas trouvées, mais il a réussi à voir l'ombre de la pyramide de Khéops qui était juste à côté, quoi. La technique marchait déjà super bien. Bon, alors si les muons vous traversent, fatalement, ils vous ionisent. Hein. Et si vous ionisent, c'est-à-dire qu'ils déposent en vous une certaine dose, les fameuses doses de rayonnement. Alors voici un slide qui va peut-être vous paniquer, mais vous inquiétez pas, on est tous logés à la même enseigne. Tous les ans, on prend en gros 3,5 millisieverts. Alors, millisievert, c'est une unité barbare de dose. Je ne vais pas rentrer dans le détail, tout ça vous avez expliqué au Visiatome, hein, vous reviendrez. Mais en gros, on va essayer de voir d'où vient cette dose, sachant que ces rayonnements, à haute dose, ils sont cancérigènes. Ça, on le sait, à haute dose. À faible dose, on ne sait pas ce qu'ils donnent, mais à haute dose, ils sont cancérigènes. Alors voilà d'où ils viennent. Il y en a un tiers qui vient de la médecine. Donc c'est artificiel, ça vous pouvez vous en affranchir, vous ne faites pas de scanner, vous ne faites pas de radio, bon, bah, vous êtes tranquille de ce point de vue-là. Mais il vous restera quand même le radon qui est présent dans l'air. Ce gaz radioactif, vous l'inhalez, c'est un tiers de la dose que vous prenez chaque année. Pour vous en affranchir, il faut ventiler, quoi. Alors il y a sans doute peu de Bretons parmi vous, mais les Bretons sont mal logés, hein, parce que dans les vieilles maisons de granit, eh bien, le radon s'accumule et les doses que prennent les Bretons sont 3 fois plus importantes que les doses qu'on prend nous ici. Hein. Bon, mais là encore, on peut se débrouiller, quoi. Après, il reste trois types de rayonnements là, contre lesquels vous ne pouvez rien faire. Vous avez des rayons qui viennent d'en bas, des rayons qui viennent en gros de la radioactivité du sol, des rayons qui viennent d'en haut, les rayons cosmiques, et puis des rayons qui viennent de l'intérieur. Vous êtes radioactif. Dans votre corps, il y a du carbone 14, du potassium 40, tout ça, ça vous irradie en permanence, et vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez pas vous séparer de votre corps, hein, je veux dire. Et qui plus est, vous avez des voisins, vos voisins vous irradient. Vous savez, regardez ici, les installations nucléaires. On est dans une installation nucléaire. Les installations nucléaires, elles vous donnent 0,01 millisieverts. C'est rien comparé à ce que vous prenez de votre propre corps et ce que vous prenez de vos voisins. Vos voisins ici sont plus dangereux que Phoenix qui est en démantèlement à côté. Hein, d'accord. Pensez-y. Alors, les cosmiques donc, contribuent à un tiers de cette dose-là qui est irrépressible. Donc ça veut dire que c'est une dose significative. Mais c'est une dose contre laquelle vous ne pouvez pas grand-chose, parce que les muons, étant ultra pénétrants, même si vous allez vous cacher sous terre, ils vous atteindront, et puis en allant sous terre, vous allez vous rapprocher du thorium et de l'uranium naturel, donc vous serez irradié par ailleurs. Donc voilà, c'est comme ça, il faut vivre avec cette dose, sachant que si l'hypothèse linéaire est vérifiée, c'est-à-dire si le fait qu'il y a bien une corrélation entre la probabilité d'obtenir un cancer et la dose qu'on reçoit, si cette hypothèse-là est vérifiée à toutes les doses, alors ça veut dire qu'avec cette petite dose de rayonnement cosmique, eh bien, tous les ans, dans l'humanité tout entière, il y a 1 millier de cancers qui vient de là. C'est pas rien, hein, 1 millier de cancers. En même temps, 1 millier de cancers comparé au nombre de cancers standards qui de toute manière surviennent dans l'humanité, c'est parfaitement négligeable. On ne sait pas si cette hypothèse linéaire est vérifiée. Si un jour les chercheurs nous disent l'hypothèse linéaire est vérifiée, la question qu'il faudra se poser, c'est faut-il évacuer la Bretagne ? Faut-il évacuer la Corse ? Je veux dire, parce que les doses là sont infiniment plus grandes. Bon. Alors, tout ça, ce sont plutôt des mauvaises nouvelles. Je voudrais maintenant passer aux bonnes nouvelles. Bien sûr, les rayons cosmiques, ce sont des agents cancérigènes, mais ce sont aussi des agents mutagènes. Et les mutations, c'est bon pour le vivant. S'il n'y avait pas eu de mutation sur Terre, on ne serait pas là pour en parler. Je veux dire, les premiers organismes vivants sur Terre, c'était de petites algues bleues. Et pour passer de ces petites algues bleues à nous, il a fallu l'évoluer, il a fallu le faire évoluer ce vivant. Donc il a fallu muter et enrichir le patrimoine génétique. Eh bien, on pense que les rayons, tous ceux que je vous ai présentés avant, ont contribué à cet enrichissement du vivant. Donc on leur doit tout, au fond, à ces rayonnements. Hein. Et d'ailleurs, la culture populaire le sait très bien. Vous avez ici des super-héros qui ont acquis des super-pouvoirs grâce aux rayons cosmiques. Hein. Nous, on n'a pas encore acquis les super-pouvoirs, même si on a acquis peut-être l'intelligence grâce aux rayons cosmiques, mais ça va venir, on continue d'évoluer. Alors, j'en viens maintenant
à une autre particule qui a été découverte dans ces gerbes atmosphériques, particule qui est la mère en fait du muon. Le muon ne descend pas directement du ciel, il descend du pion. Encore une particule exotique, plus lourde que l'électron, intermédiaire en fait entre l'électron et le proton. Et ce pion a été découvert en France, en fait, au pic du Midi, là où nous avons fêté le centenaire il y a 2 ans. Ça, c'est une plaque photo qui a été exposée aux rayons cosmiques à 3000 mètres d'altitude. Et les chercheurs qui ont développé ces plaques ont repéré au microscope des événements dans lesquels vous aviez une particule qui passe et puis qui d'un seul coup disparaît, se désintègre, donne une autre particule qui elle-même plus tard se désintègre en électron, quoi. Donc vous avez ici le passage du pion à l'électron stable de la fin. Ces pions, on comprend beaucoup mieux leur utilité dans la nature que les muons. Souvenez-vous de l'atome de départ. L'atome de départ, dans son noyau, il y avait des protons, donc des charges positives, qui se repoussaient. Pourquoi ce noyau n'explose-t-il pas, au fond, du fait de la répulsion? S'il n'explose pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui colle ces protons entre eux. Et ce qui colle les protons, en fait, ce sont les pions. Voilà ce qu'on a compris. Je vous donne une image un peu vulgaire. Vous allez à Roland-Garros. Vous êtes au dernier rang. Et puis sur le court central, vous voyez Federer et Nadal qui courent dans tous les sens. Ils courent dans tous les sens, mais vous sentez bien qu'ils restent ensemble, quoi. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui les relie. Et quand vous vous approchez du court, vous passez à la tribune présidentielle, et là, vous vous apercevez que oui, s'ils restent ensemble, c'est parce qu'ils s'échangent une balle de tennis. Si vous retirez la balle de tennis, mais chacun rentre dans son vestiaire. Ils n'ont plus de raison d'être ensemble. C'est la même idée ici. Le pion, en fait, c'est lui qui est échangé entre les protons, et même entre les neutrons et les protons, pour assurer la cohésion des noyaux. Et l'analogie va plus loin. Quand vous jouez au tennis et que vous voulez repousser votre adversaire, c'est-à-dire que vous voulez exercer une force répulsive, eh ben vous liftez la balle, vous brossez la balle, et la balle fuse au fond du court. Si à l'inverse, vous voulez faire monter votre adversaire au filet, c'est-à-dire si vous voulez l'attirer, ben vous coupez la balle. Donc selon le spin que vous donnez à la balle, quoi, le moment de rotation que vous donnez à la balle, ben vous pouvez avoir de l'attraction et de la répulsion. On retrouve exactement la même chose dans le monde de la physique des particules. En considérant la charge et le spin du boson vecteur, quoi, de la particule échangée, eh bien on peut à la fois produire de la répulsion et de l'attraction. Le pion en est un bon exemple. Et alors la preuve que le pion sert bien à ça, c'est ici, encore une autre photo prise par l'équipe dont je vais vous parler dans un instant. Un rayon cosmique descend du ciel, il rencontre un noyau, le noyau explose, vous avez des protons qui partent dans toutes les directions. S'il y avait une chambre à brouillard à côté, on verrait les traces que je vous ai montrées tout à l'heure et qui vous ont mis en émoi. Vous avez le rayon cosmique qui continue, malgré la collision, il a assez d'énergie. Et au passage, vous voyez un ensemble de particules jaunes qui sont émises dans l'axe du choc. Ces particules, ce sont des pions. Ces pions étaient déjà présents virtuellement dans le noyau pour assurer sa cohésion. Vous secouez un peu ce noyau et puis vous pouvez les faire véritablement apparaître et les faire sortir. Donc voilà toute la chaîne. Vous avez un rayon cosmique qui arrive, je n'ai pas encore précisé sa nature, on va y venir. Il frappe un noyau dans la haute atmosphère, ça vous engendre des pions, les pions se désintègrent un peu plus bas en muons, les muons traversent l'atmosphère, ils arrivent jusqu'à nous, et puis dans la croûte terrestre, ils se transforment en électrons, et c'est terminé. On part des rayons cosmiques pour atterrir au sous-sol. Donc la découverte a été faite au pic du Midi, et elle a été faite par ce personnage que pratiquement personne ne connaît dans le grand public, donc je voudrais le réhabiliter maintenant, Giuseppe Occhialini. Giuseppe Occhialini, c'est mon arrière-grand-père de thèse. J'ai fait ma thèse dans une filière italienne, si vous voulez, et Occhialini, c'est le grand héros de l'astrophysique des hautes énergies italienne. Il a loupé le prix Nobel 2 fois, et il faut le faire. La première fois, il a loupé le prix Nobel en travaillant avec lui. Patrick Blackett, un Anglais. Occhialini était un jeune physicien. Il est parti en Angleterre je crois, pour faire une partie de sa thèse, et en tout cas ses études postdoctorales. Et avec Blackett, il a inventé des chambres à brouillard à déclenchement automatique. C'est-à-dire que vous avez une chambre à brouillard, vous ne savez pas quand la déclencher pour prendre la photo. Et Occhialini dit, c'est pas grave, on va mettre 2 détecteurs de part et d'autre, des compteurs GGR par exemple, et quand un proton ou un muon ou quoi que ce soit traverse les 2 détecteurs, eh bien on va ainsi déclencher l'appareil photo
et ainsi prendre la photo au bon moment. Dans la chambre à brouillard d'Occhialini, la particule se prenait en photo toute seule, quoi. Génial, il n'y avait plus rien à faire. Et ça a valu le prix Nobel à Blackett, bien sûr, au chef du département. Bon. Et puis, après la guerre, il est reparti en Angleterre, il a travaillé avec Powell, et c'est avec Powell qu'il a développé les plaques photos, là, les émulsions photos qu'il a exposées au Pic du Midi. Quand ils ont découvert le pion, c'est Powell qui a pris le prix Nobel. Voilà. Alors ça, ce sont les gens qui ont été couronnés, les cosmiciens qui ont été couronnés par le prix Nobel. Donc vous avez Victor Hess, le découvreur au départ du rayonnement qui venait d'en haut, Anderson, le découvreur du positron, Blackett pour les chambres à brouillard automatiques, Powell pour le pion, et puis d'autres que je ne détaille pas pour l'instant. Ça, je passe et je vous montre encore une autre particule étrange qui a été découverte dans ces rayonnements secondaires. Elle est là en fait, vous ne la voyez pas, donc ça c'est toujours une chambre à brouillard. Ce sont les chambres à brouillard qui ont permis à la physique des particules de prendre son envol. Une particule neutre, invisible, elle est là, et puis d'un seul coup, paf, elle se désintègre et elle vous donne un proton plus un pion. Une particule qui donne un proton plus un pion, ça veut dire que c'est une particule qui est plus lourde que le proton. Donc ça veut dire que c'est un super proton, quoi. Un hyperproton. Et c'est ce qu'on a appelé l'hyperon, les hyperons. Et donc, oui, bon, alors là, vous avez une autre image d'hyperon. Alors, à Bagnères de Bigorre, à côté du Pic du Midi, ils sont très fiers de la découverte de l'hyperon. Donc, voilà, vous avez même ici le boulevard de l'hyperon avec une sculpture et puis des hyperons qui se désintègrent en pions et en protons. On peut désormais envisager un hyperatome, un visi-hyperatome, quoi. Un atome dans lequel vous remplacez les protons et les neutrons par des hyperons et vous remplacez les électrons par des muons, par exemple. Et ainsi, vous avez une matière complètement inédite, lourde, ultra radioactive, avec d'éventuelles applications qu'on n'a pas encore définies, mais qu'il reste à découvrir, quoi. Bon, j'espère que vous me suivez encore. On va passer à un autre chapitre désormais, le chapitre du rayonnement primaire. La question, c'est qu'est-ce qui frappe l'atmosphère au départ, quoi. Ce qu'on sait, c'est que ces particules sont positives. Ça, je vous l'ai dit, c'est la façon dont les particules spiralent dans le champ magnétique de la Terre qui nous le dit. Bon, ben, il faut une particule positive. Qu'est-ce que vous connaissez comme particule positive? La plus simple? Le proton, bien sûr. En fait, l'univers est fait essentiellement de protons, d'hydrogène. Eh bien, ce sont des protons qui frappent la haute atmosphère au départ. Ces protons, d'où viennent-ils? Ben, on a une grosse boule de protons très énergétique dans le voisinage, c'est le Soleil. Et dès que le Soleil tousse un peu, il vous crache des bouffées de protons, de neutrons, d'électrons dans le cosmos. Et quand ces particules arrivent sur Terre, eh bien, ça vous excite toute la fluorescence de l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle les aurores polaires, australes ou boréales. Donc, les rayons cosmiques tirent leur origine, en tout cas à basse énergie, du Soleil, c'est clair. Et le phénomène s'appelle orage magnétique. Maintenant, de temps en temps, il y a des protons qui arrivent avec beaucoup d'énergie, et ces protons-là, ils peuvent déclencher des averses qui, eux, vont déclencher des orages électriques. Et ces protons-là, ils sont plus énergétiques que ce que le Soleil sait faire. En fait, jour et nuit, il y a des rayons cosmiques qui frappent la Terre. Même quand il y a une éclipse, il y a des rayons cosmiques qui arrivent encore, ça on le sait. Quand le Soleil est très intense, on s'attendrait à ce qu'il y ait plus de muons, par exemple, qui nous traversent les mains, que quand le Soleil est peu intense. Eh bien, c'est l'inverse qu'on observe. C'est anticorrélé. Le Soleil, en fait, il a une espèce de bouclier magnétique qui nous protège des rayons cosmiques qui viennent de beaucoup plus loin. L'essentiel des cosmiques est à chercher dans les confins de la galaxie, en fait. C'est ça le message, quoi. Donc, ce qui nous traverse, ce qui sculpte le vivant, ça vient de l'autre bout du ciel. C'est assez vertigineux quand on y songe. Voici sans doute les accélérateurs prototypiques de protons. Ici, un vestige de supernova, la supernova qui a explosé aux yeux de Tycho Brahe au XVIe siècle. Ça, c'est ce qu'il en reste aujourd'hui. C'est une image en rayons X, fausse couleur. Vous ne verrez jamais ça au télescope, bien sûr. C'est une image construite. Mais ce que vous montre cette image, c'est que vous avez là du gaz éjecté à grande vitesse, du gaz très chaud. Et puis vous avez surtout ici une onde de choc avec du champ magnétique, du champ électrique. C'est dans cette onde de choc que probablement des protons jouent au ping-pong magnétique et finissent par s'échapper à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Ensuite, ces protons ils vont spiraler dans la galaxie. Ça, on le voit. Voici une image de toute la galaxie en rayons gamma.
quand les protons se baladent là, dans les nuages moléculaires, ils entrent en collision avec d'autres protons, ça vous fabrique des pions neutres. Ces pions donnent des rayons gamma, et les rayons gamma, nous, on est capable de les observer facilement sur Terre avec des satellites. Voici une image du ciel en gamma avec le satellite Fermi. Ainsi, vous pouvez suivre à la trace les protons qui se baladent dans le ciel. Et vous voyez qu'ils se baladent dans tout le plan de la galaxie, et là où vous avez des régions un peu plus denses, c'est qu'il y a un peu plus de matière, un peu plus de cibles pour les protons qui frappent. Alors ça, c'est une image du centre galactique, je vais la passer, voilà. Et sur ce diagramme, on vous représente en fait le spectre des protons primaires, c'est-à-dire la répartition du nombre de particules en fonction de l'énergie. Alors ici, vous avez l'énergie horizontalement et puis le nombre de particules verticalement. C'est un spectre qui a la forme d'une jambe, hein, d'où le dessin ici, avec un genou et puis des orteils, enfin un orteil en tout cas, et puis une cheville ici. Ce qui est remarquable, c'est la cohérence du spectre sur des dizaines de décades ici. En voyant ça, on se dit qu'il y a comme une espèce de mécanisme universel qui accélère tous les protons qu'on reçoit sur la tête. Ceci dit, il y a des accidents dans le spectre, ça veut dire qu'il y a sans doute des mécanismes différents. Alors on ne sait pas très bien en fait expliquer le spectre. À basse énergie, je vous l'ai dit, on imagine que le Soleil contribue beaucoup. Ici, on imagine que c'est plutôt les supernovas, quoi, donc les astres violents dans la galaxie. Et puis à haute énergie, alors là tout est possible, tout est permis. Ici, on reçoit des particules qui ont des énergies de 10 puissance 20 électronvolts. 10 puissance 20 électronvolts, c'est infiniment plus énergétique que les particules qu'on fabrique au CERN à l'heure qu'il est en Suisse. Hein, je veux dire. C'est des énergies macroscopiques. En fait, ici, c'est des joules. Vous devez imaginer des protons qui frappent l'atmosphère avec la même énergie qu'une balle de tennis au service, quoi. Et à l'arrivée, vous avez des milliers, des millions de corpuscules secondaires qui arrosent la planète. Alors, vous n'en avez pas beaucoup, hein, des protons comme ça. Vous en avez un par mètre carré et un par kilomètre carré et par siècle, quoi. Donc c'est rare, mais ça arrive. Et depuis quelques années maintenant, nous avons un grand détecteur déployé dans la Pampa en Argentine qui permet d'observer ces protons ultra énergétiques. Et alors ces protons sont tellement rapides qu'ils ne se courbent pas dans le champ, ou à peine dans le champ de la galaxie, et donc ils viennent directement en ligne droite des sources. Ça veut dire qu'on peut faire des cartes. Et vous avez ici une carte du ciel en protons. C'est une des premières cartes qui a été réalisée. Tous les points noirs, si je ne dis pas de bêtises, ce sont des événements, quoi, des protons. Et en bleu, on vous a représenté la distribution des galaxies au-delà de la Voie lactée. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a une certaine corrélation entre ces protons-là et les galaxies qui sont derrière. Ce sont des galaxies actives, en fait. Et ce qu'on imagine aujourd'hui, c'est que les accélérateurs des cosmiques à très haute énergie, ce sont ces objets-là. Des galaxies actives, c'est-à-dire des galaxies hébergeant des trous noirs gloutons qui gobent beaucoup de matière et qui en recrachent aussi sous forme de jets de matière collimatée. Ça, c'est la galaxie Centaurus A, c'est le noyau actif de galaxie le plus proche de nous. Par chance, les jets ne sont pas dirigés dans notre direction, donc on ne va pas muter du fait de ces protons-là, mais en tout cas, il y a d'autres jets qui sont sans doute dans notre axe, d'où ces protons ultra énergétiques. Alors tout ça, ce sont des hypothèses, on n'est pas encore complètement sûr de ce qui se passe. Hein. Ça, c'est une pierre de Rosette de l'astroparticule aujourd'hui, c'est-à-dire de ce qu'on fait en recherche avec les rayons cosmiques. Alors je vais le détailler rapidement. Hein. Donc vous avez ici les noyaux ultra-énergétiques, donc les protons ultra-énergétiques qui vous font des gerbes gigantesques. On étudie ça notamment en Argentine. Là, vous avez des protons qui frappent des nuages moléculaires et qui, derrière, vous engendrent des rayonnements secondaires, mais dans le cosmos. Alors parfois des rayons gamma, c'est ce qu'on mesure avec le satellite Fermi. Des rayons gamma qui arrivent même à engendrer des gerbes secondaires encore dans l'atmosphère. C'est ce qu'on mesure en Namibie avec l'observatoire S, dont le nom a été choisi en hommage à qui vous savez. Et puis, parfois, il y a des neutrinos aussi qui en émergent. Ces neutrinos sont des passe-murailles qui traversent toute la Terre, et on les retrouve de l'autre côté de la Terre sous forme de muons qui remontent. Il n'est pas impossible qu'il y ait des muons aussi qui nous traversent par... de bas en haut, quoi, si vous voulez. Et ces muons-là, ils ont été produits dans la Terre par des neutrinos. Il y en a très très peu. Hein. Ça fait à peine quelques mois qu'on a découvert les premiers neutrinos ultra-énergétiques, mais bon, ça existe en tout cas.
Et puis, on a là aussi, et ça c'est le nec plus ultra de l'astroparticule, on a aussi maintenant un détecteur qui est sur la station spatiale internationale, l'ISS. Et ce détecteur, il va être sensible à l'antimatière, aux antinoyaux. Et l'espoir de ce détecteur, c'est un jour de mettre en évidence un anti-noyau d'hélium, par exemple. Si jamais on trouve un anti-noyau d'hélium dans le rayonnement cosmique, ça voudrait dire qu'il y a une anti-supernova qui l'a produit. Et s'il y a une anti-supernova, il y a sans doute des anti-planètes dans le voisinage, avec des anti-civilisations, des anti-gens, des anti-conférences. Enfin voilà, un anti-monde quoi, qui s'ouvrirait. On n'y est pas encore, hein, mais voilà, ça reste une potentialité. Pour l'instant, ce qu'on mesure avec AMS, c'est un petit excès, une petite anomalie dans le nombre de positrons, d'antiélectrons qu'on reçoit. On reçoit de l'antimatière dans le rayonnement cosmique. On se doute bien qu'il doit y en avoir, mais là, il y a une petite anomalie. Il y en a un peu trop. On ne sait pas bien expliquer pourquoi. Alors, tous les théoriciens là, se donnent à cœur joie pour essayer d'expliquer ça. Si vous avez des idées sur l'explication, publiez maintenant. Hein, il est encore temps. Alors, je vais terminer sur quelques effets divers. Du rayonnement cosmique, des effets pratiques, des effets qui font réfléchir. Voici une étude qui date de la fin des années 2000, en plein débat sur le réchauffement climatique. Des Danois publient une corrélation intrigante entre le flux de rayonnement cosmique et la température à la surface du globe sur les 500 derniers millions d'années. Vous constatez que ça corrèle vachement bien. Quand il y a beaucoup de rayons cosmiques, en fait, on se trouve dans des aires glaciaires. Ici, l'échelle est inversée. Beaucoup de rayons cosmiques, aires glaciaires. Comment expliquer ça ? Si vous avez beaucoup de rayons cosmiques, ils vont ioniser la haute atmosphère, et donc vous allez fabriquer des nuages, exactement comme dans la chambre à brouillard. Donc, beaucoup de rayons cosmiques, beaucoup de nuages, la lumière du soleil est renvoyée vers le cosmos, la Terre se refroidit. Moins de rayons cosmiques, la Terre se réchauffe. Et alors, quand on regarde la position de la Terre lors de ces différentes ères, on s'aperçoit qu'en fait, la Terre, à chaque fois qu'on était dans une ère glaciaire, elle traversait un bras de la galaxie. Et dans les bras de la galaxie, il y a des étoiles jeunes. S'il y a des étoiles jeunes, il y a des supernovas. S'il y a des supernovas, il y a des rayons cosmiques. Enfin voilà, la théorie est faite. Continuez à polluer l'atmosphère, il n'y a pas de problème. De toute manière, le réchauffement climatique, c'est pas vous, c'est le cosmos. Voilà ce que dit en substance l'étude. Bon, ce sont des sujets ultra controversés, bien entendu. Autre effet des cosmiques, la fabrication de certains radioisotopes. En fait, Marie Curie, quand elle dit il y a des rayons qui viennent et qui excitent la radioactivité, elle n'est pas complètement dans l'erreur. En effet, vous avez des neutrons dans le rayonnement cosmique secondaire. Ces neutrons, quand ils s'insèrent dans des noyaux d'azote, azote 14, ils fabriquent du carbone 14. Tout le carbone 14 sur Terre, tout le carbone 14 qu'on utilise pour la datation, tout le carbone 14 qu'il y a dans notre corps, en fait, il provient du rayonnement cosmique secondaire. Donc il y a bien une radioactivation de la Terre du fait des rayonnements. Et puis un dernier exemple d'application, d'utilité des rayons cosmiques, c'est ce diagramme qui vous représente l'abondance des différents éléments chimiques, à la fois dans notre environnement, dans le système solaire, et puis dans le rayonnement cosmique primaire, quoi. Dans le rayonnement cosmique primaire, il n'y a pas que des protons, il n'y a pas que de l'hydrogène, il y a aussi un petit peu d'autres choses. Et ce que vous constatez, c'est que dans le rayonnement cosmique, vous avez beaucoup plus d'éléments légers, lithium, beryllium, bore, que dans le système solaire. Et ceci n'est pas un hasard. Ce qu'on pense, c'est que en fait, les rayons cosmiques créent ces noyaux légers. Ces noyaux légers, en fait, ils sont détruits par les étoiles. Ils n'étaient pas présents au moment du Big Bang, donc ils ont été fabriqués par un autre mécanisme. Et le mécanisme invoqué, c'est la spallation. Il faut imaginer des noyaux accélérés dans le cosmos, des noyaux de carbone par exemple, qui s'explosent sur des protons et qui fabriquent des noyaux plus légers, qui enrichissent ainsi la composition du rayonnement cosmique. Le lithium, le lithium des antidépresseurs, en fait, il a été fabriqué par des interactions de rayons cosmiques dans la galaxie. Voilà, je vais m'arrêter ici, parce que je pense vous avoir donné suffisamment d'informations. Je crois que là, il y a matière à discuter. Si vous voulez retrouver un bon résumé de tout ce que je vous ai raconté, vous avez ici 2 publications de la revue du Palais de la Découverte. Je pense que vous aurez accès à la présentation, donc vous pourrez retrouver ces informations. Et en attendant, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Guillaume, et maintenant c'est ouvert pour les questions, donc ne vous gênez pas.
Qui veut ouvrir le feu? Quelle est précisément la relation qui a permis le cloud computing? Je n'ai pas compris la question. Quelle est précisément la relation qui a permis le cloud computing? Le cloud computing, je ne vous suis pas. Bon, c'est-à-dire, enfin, moi je suis loin d'être un scientifique, mais enfin, ce qui a permis par informatique d'aborder une mémoire pratiquement à l'infini. Ok, alors, bon, là pour le coup, je ne suis pas compétent pour répondre à la question, je suis désolé, je ne m'y connais pas bien en cloud computing. S'il y a des experts dans la salle, n'hésitez pas à intervenir, mais je ne sais pas. Alors, si on revient aux rayons cosmiques. Comment peut-on mesurer l'énergie des rayons cosmiques? Alors, l'énergie des particules, elle se mesure tout simplement dans la chambre à brouillard. Il y a plein de méthodes, hein, mais avec les chambres à brouillard, la mesure se fait sur l'ionisation. En fait, la quantité d'ions vous renseigne sur l'énergie qui a été perdue par la particule. Et si la particule a le bon goût de s'arrêter dans votre détecteur, de déposer toute son énergie par ionisation, bah vous sommez en gros toutes ces petites pertes par ionisation et vous avez l'énergie totale de la particule de départ. Il y a quand même un rapport 10 puissance 10 entre les énergies les plus fortes et les plus faibles. Attends. Alors là, moi, je répondais pour des particules qu'on détecte directement dans la chambre à brouillard. Maintenant, si vous pensez aux rayons d'ultra haute énergie, là, Oui. ceux-là, pour estimer leur énergie, en fait, on fait la somme de toutes les particules secondaires qui passent par les détecteurs. Et on fait une estimation globale. C'est un calcul. C'est une extrapolation, si vous voulez, mais on somme toutes les contributions des particules de la gerbe qu'on détecte et on remonte ainsi à la particule initiale. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez redévelopper à propos des aurores boréales avec les couleurs et puis ensuite comment le champ magnétique du Soleil nous protège un peu? Oui. Alors, je vais vous montrer l'image de l'aurore vue d'en haut. Hein. Aurore vue de la station, de la navette spatiale, je crois. Oui, voilà, on voit la queue de la navette ici. Donc, aurore vue d'en haut. Alors, vous avez mettons des protons, des électrons qui viennent du Soleil et qui sont piégés par le champ magnétique de la Terre, qui spiralent autour des lignes de champ et qui ont tendance à entrer dans la haute atmosphère au niveau des pôles. Bon. Ces particules entrent en collision avec les molécules de l'air, en particulier avec les molécules de dioxygène et même les atomes d'oxygène libres, parce que ces collisions-là, elles peuvent briser les molécules d'oxygène. Et donc vous avez des atomes d'oxygène libres, et ces atomes d'oxygène, ils s'excitent par collision, et ils se désexcitent en émettant de la lumière. Et il se trouve que pour l'oxygène libre, si je ne dis pas de bêtises, ça tombe dans le vert. Le rayonnement tombe dans le vert. Le rayonnement de désexcitation. Lorsque vous envoyez des rayons cathodiques, des électrons par exemple, dans un tube qui contient de l'air à pression ambiante, vous obtenez des couleurs qui s'étalent du bleu au rose et qui changent avec la pression. Vous avez un ensemble de couleurs. Les couleurs sont difficiles à prédire, quoi. Ça dépend vraiment de la structure des molécules, des ions et des atomes que vous excitez et qui se désexcitent, quoi. Mais voilà, on sait maintenant, on sait parfaitement tirer les spectres des aurores et on sait parfaitement quelles sont les molécules et les atomes qui s'excitent et qui se désexcitent. Et donc le champ, donc ça c'est le champ de la Terre qui ici conduit les particules au niveau des pôles. Le champ du Soleil, il s'étend pratiquement jusqu'aux confins du système solaire et son intensité varie périodiquement avec l'activité du Soleil elle-même. Le Soleil a un cycle d'activité de 11 ans. Tous les 11 ans, son champ magnétique se renforce et du coup sur Terre, on est plus protégé par les rayons cosmiques qui viennent d'au-delà du Soleil, quoi. Et du coup, tous les 11 ans sur Terre, on capte moins de rayons cosmiques au sol qu'à d'autres périodes. Et ça, c'est le Soleil qui en est responsable. On voit cette modulation-là sans aucun problème. À l'heure où je parle, il y a des sondes qui sont en train de traverser l'héliopause, c'est-à-dire la magnétosphère solaire,
les sondes Pioneer. Et ces sondes-là, elles sont munies de compteurs GGR, quoi, un peu améliorés. Et en traversant cette héliopause, elles reçoivent beaucoup plus de rayonnement maintenant qu'elles n'en avaient avant, parce qu'elles ont dépassé le champ du Soleil. D'autres questions? Bon, les rayons cosmiques primaires sont très dangereux, mais enfin, on ne les reçoit pas sur Terre, apparemment. Donc ça peut aller. Mais les astronautes, eux, qui sont un peu dans l'espace, ils en reçoivent. Alors si on peut prévoir les rayons cosmiques du Soleil, on peut peut-être pas trop prévoir ceux qui viennent des galaxies et ceux qui viennent de plus loin encore. Bien sûr. Bon, il faut bien voir qu'en nombre, ceux qui viennent du Soleil sont plus abondants, hein. Ils sont de moins grande énergie, mais ils sont plus abondants. Et donc, ce qui est problématique pour les astronautes, c'est les éruptions solaires. Je veux dire, si pendant les missions Apollo, il y avait eu de grosses éruptions solaires, les astronautes seraient peut-être plus là pour en témoigner, hein. Donc ça, c'est le problème numéro 1. Pour la petite histoire, les astronautes, ils voient le rayonnement cosmique. C'est peut-être les seuls à véritablement avoir vu des rayons cosmiques, parce que quand les protons, par exemple, traversent l'humeur vitrée de leurs yeux, ces protons peuvent dépasser la vitesse de la lumière dans l'humeur vitrée, et ainsi provoquer de la lumière Cherenkov, un petit flash de lumière aveuglant, enfin un flash aveuglant. Et je discutais récemment avec Jean-François Clairvoy, l'astronaute de la NASA, qui me disait qu'à peu près une fois par jour, il voyait comme ça dans l'espace, lors de ses vols, des flashs, quoi. Comme si on vous prenait en photo à bout portant, avec le flash allumé. Et donc, ça, ce sont les rayons cosmiques. Donc oui, ça constitue un danger, surtout pendant les éruptions. La composante, ensuite, standard du rayonnement cosmique qui vient de plus loin, elle est scalée. Voilà, on peut juste blinder éventuellement les vaisseaux spatiaux pour si on envisage des voyages un peu plus loin. Le voyage sur Mars va demander des protections importantes. D'autant que sur Mars, l'atmosphère est très ténue. Donc la première chose que vont faire les astronautes qui iront sur Mars, c'est de s'enterrer pour justement se mettre à l'abri de ces rayonnements. Compte tenu des énergies mises en jeu, est-ce qu'on peut imaginer que une expérimentation de ces rayonnements très, très puissants permettrait de concurrencer les grands accélérateurs du CERN pour découvrir des... Ah oui, absolument, oui. C'est envisagé d'ailleurs. Mais alors la difficulté, c'est que faut comprendre les gerbes, en fait. Pourquoi les physiciens se sont enterrés au CERN pour étudier les particules alors qu'ils en avaient en permanence qui venaient du ciel? Parce qu'ils ne contrôlaient rien. Ce que voulaient les physiciens, c'était envoyer des protons les uns contre les autres, par exemple, c'est ce qu'on fait en ce moment, et puis mettre le détecteur autour pour véritablement mesurer ce qui partait dans toutes les directions. Là, vous mesurez uniquement la fin de la gerbe, quoi, et donc c'est plus difficile de remonter à ce qui se passe là-haut. Maintenant, les énergies en jeu sont telles que on n'accédera jamais sur Terre à ces énergies-là. Donc, si on veut aller plus loin dans la physique des particules, il faudra fatalement qu'on en revienne au ciel, quoi. Avant la Première Guerre mondiale, les physiciens des particules regardaient en haut. Après la Seconde Guerre mondiale, ils ont regardé en bas, sous terre, dans les accélérateurs. Et maintenant, ils vont revenir au ciel. Si vous voulez fabriquer en accélérateur une particule de 10 puissance 20 électronvolts, votre accélérateur, il a la taille de l'orbite de Mercure. De toute manière, ce sera dans le ciel. Oui. Donc il n'y a pas le choix. Mais toute la difficulté, quand même, c'est de remonter au point d'interaction de la gerbe, quoi. Et ça, je crois que c'est difficile. Bon, je ne suis pas expert du sujet. Mais il faut vraiment bien connaître les observables de la gerbe pour dire là-haut, voilà, il y a un boson de Higgs, ou là-haut, il y a un mini trou noir qui a été fabriqué, il y a quelque chose d'exotique, quoi. Ça va être difficile de convaincre la communauté, mais je pense qu'on va y revenir, oui. Est-ce qu'on peut mesurer la vitesse des rayons cosmiques? Ouais, en fait, ça rejoint votre question de tout à l'heure, hein. Mesurer l'énergie, c'est mesurer la vitesse. Si vous connaissez la masse, ensuite vous appliquez la relativité restreinte et vous avez la vitesse. Sachant qu'ici, on parle très peu en vitesse, on parle surtout en énergie, parce que les vitesses sont très très proches de la vitesse de la lumière, quoi, hein. C'est toujours un pouillème de la vitesse de la lumière, donc on préfère parler en énergie, c'est plus facile de distinguer, du coup. Voilà, c'était pour savoir. Vous avez dit que les particules qui arrivent sur Terre, c'était des particules chargées positivement, c'est ça? Oui, les protons, hein, les cosmiques primaires, essentiellement, c'est des protons. Oui. À force, la Terre va se charger, non? Ouais, c'est une bonne remarque. Ouais, en effet, la Terre se charge. Elle se charge. Ouais. La Lune aussi, d'ailleurs.
Moi, quand j'étais étudiant, on m'avait fait mon examen d'astroparticules. C'est un examen où je devais calculer la force justement qui devait s'exercer entre la Lune et la Terre. Et très rapidement, en fait, les deux devaient se repousser tellement par répulsion coulombienne qu'il y avait un problème. Et je n'ai jamais trouvé la solution, en fait. Hein. Donc oui, ça se charge. Maintenant, il doit y avoir une compensation d'une certaine manière. Il faut quand même imaginer qu'il y a aussi plein d'électrons qui viennent du Soleil. Hein. Ces électrons, ils sont négatifs. Donc, en fait, ça se compense. Mais c'est vrai qu'essentiellement, c'est des protons qui viennent de plus loin. Mais on peut mesurer que la Terre se charge ou c'est plutôt une hypothèse? Je crois que non, là, c'est plutôt une hypothèse. Enfin, je n'ai jamais vu de mesure là-dessus. Mais, ouais. Il y a des protons qui arrivent et des neutrons. Oui, il en arrive aussi. Hein. Le Soleil envoie des neutrons. Maintenant, il faut bien voir que le neutron, il est instable. Donc, vous ne pouvez pas faire venir un proton des confins du cosmos, un neutron des confins du cosmos, parce qu'entre-temps, il se sera désintégré, il aura fabriqué un proton. Sauf si vous jouez avec des neutrons ultra-relativistes. Parce qu'avec, vous savez que, bon, je ne veux pas assommer tout le monde, hein, mais dans la relativité restreinte, le temps se dilate, et donc on peut faire vivre un neutron à un temps infini, à condition de l'envoyer à une vitesse très très proche de la vitesse de la lumière. Donc, pendant un temps, c'était une question qu'on se posait, on croyait qu'il y avait des neutrons qui venaient du centre de la galaxie et qui fabriquaient des gerbes comme ça gigantesques à presque 10 puissance 20 électronvolts. Et cette hypothèse-là a été infirmée. Mais bon, le problème des neutrons, c'est qu'il faut les accélérer, quoi. Et comment vous les accélérez puisqu'ils ne sont pas chargés? Donc comment une supernova produit des neutrons accélérés? Donc voilà, c'est problématique, mais je n'ai pas vu de résultats disant qu'il y a plein de neutrons qui tombent. Il y en a, mais bon, voilà, il y a surtout des neutrons secondaires. Ça on peut en dire beaucoup. Les neutrons secondaires, ils sauvent des vies. À la montagne, par exemple, on utilise les neutrons secondaires pour mesurer les épaisseurs de neige et ainsi prévoir les avalanches, quoi. Donc les neutrons ont une application directe. C'est avec les neutrons aussi qu'on a pu dire qu'il y avait de l'eau sous Mars. Il y a de l'eau sous Mars, sous forme de glace. Ben ça, on le sait parce qu'il y a des rayons cosmiques qui frappent Mars, ça produit des neutrons secondaires. Ces neutrons secondaires, quand il y a de l'eau, quand il y a de la glace, ils sont absorbés. Vous savez, comme dans les réacteurs nucléaires, l'eau, ça permet d'absorber, de ralentir les neutrons. Et du coup, quand on fait une cartographie de Mars en rayon gamma, en fait, on accède aux neutrons. Et on voit des zones où il manque des neutrons. Bah, s'il manque des neutrons, c'est qu'il y a de l'eau. C'est l'hypothèse qui est faite, quoi. D'autres questions? Pour changer légèrement de sujet, comme vous avez parlé de particules ultra-relativistes, si on peut penser qu'à la création du monde, tout fonctionnait à presque la vitesse de la lumière, eh bien, on ne doit plus parler de Big Bang parce que l'unité de temps était temps à devenir infini. Et la création du monde a duré en somme un temps infini. Bon, j'étais pas là, hein, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, j'aimerais bien savoir, hein, mais bon. Pour accrocher votre question aux rayons cosmiques, je vais un peu couper, hein, mais pendant un temps, on a pensé que les rayons cosmiques tiraient leur origine de l'atome primitif, c'est-à-dire du Big Bang. C'est Georges Lemaître qui pensait ça, le Belge qui a inventé un peu la théorie du Big Bang. Et maintenant, on est convaincu qu'en fait, le Big Bang n'y est pour rien dans les rayons cosmiques. Au contraire, la cosmologie freine les rayons cosmiques. Au moment du Big Bang, il a fait très chaud, il y avait une soupe de particules, tout ça s'est refroidi. Au bout de 300 000 ans, les photons, c'est-à-dire la lumière, a pu jaillir. Et partout dans le cosmos, il reste ces photons primitifs. C'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, le fond diffus cosmologique. C'est un rayonnement micro-ondes. Ce n'est pas visible à l'œil nu, mais on peut détecter ça avec une antenne télé, hein, facilement. Bon, ce rayonnement, il est partout présent dans le cosmos. Et les rayons cosmiques d'ultra haute énergie, ils rencontrent ces micro-ondes. Et quand ils rencontrent ces micro-ondes, ils s'écrasent dessus et ils sont freinés. Et c'est la raison pour laquelle il y a un orteil dans la jambe des cosmiques. Vous vous souvenez de la jambe? Je vous la remontre. Voilà, elle est là. Voilà, ici. Donc, en fait, il y a un déficit de rayons cosmiques au-delà d'une certaine énergie. Et ce déficit, il a été prédit historiquement
si je me souviens bien, c'était quelques mois après la découverte du rayonnement fossile dans les années 60. Il y a 3 personnes qui ont prédit ça, Grayson, Satsepin, Kousmin. Et on a appelé cette coupure du rayonnement ici, la coupure GZK. Eh bien, ça fait maintenant quelques années qu'on a confirmé la coupure GZK avec les mesures de l'observatoire Pierre-Auger, voilà, les mesures à haute énergie, cet observatoire dans la Pampa. Voilà. Un des grands résultats de cet observatoire, ça a été de démontrer qu'il y avait bien un déficit de rayonnement cosmique d'ultra haute énergie du fait de l'atome primitif. Donc le Big Bang n'y est strictement pour rien là-dedans. Au contraire, il ralentit les cosmiques plus qu'autre chose. Pas d'autres questions? Si, monsieur. Merci. Vous pourriez nous dire juste un petit mot sur les neutrinos? Oui, je peux même vous dire beaucoup sur les neutrinos. J'aurais beaucoup à dire. Mais ce serait une autre conférence. Tenez, je crois que j'avais préparé un slide sur les neutrinos. Ouais, ils sont là. Bon, déjà, le neutrino, c'est en fait, lui, le cousin essentiel de l'électron. L'électron peut se transformer en neutrino et vice-versa. Ils vont ensemble, quoi. Ils forment un doublet. Et le neutrino, à la différence de l'électron, il est très très léger et pratiquement sans masse. C'est une particule fantomatique, quoi. Là, en permanence, votre pouce est traversé par des millions de neutrinos cosmiques. Ils viennent du Soleil, ils viennent d'ailleurs, il y en a qui viennent du Big Bang. Ils traversent, ils ne s'arrêtent pas, quoi. Pour arrêter un neutrino, il faut une année-lumière de plomb, quoi. Donc ce sont vraiment des passe-murailles essentielles. Ceci dit, maintenant, on est capable de les arrêter, parce que comme il y en a beaucoup qui passent, même avec un peu de matière, on arrive à en bloquer certains. Et on a distingué toutes ces composantes-là de neutrinos dans la nature. Vous avez des neutrinos qui viennent directement du Big Bang, qu'on appelle les neutrinos cosmologiques. Au moment du Big Bang, il y a eu des réactions nucléaires qui ont relâché ces neutrinos-là. Bon, ça c'est un spectre prédit. Ils n'ont pas encore été détectés, si j'ai bonne mémoire. Il y a des expériences en cours, mais ce n'est pas encore bien clair ce qui se passe là. Et puis vous avez tous les autres. Les neutrinos solaires. Le Soleil est une usine de neutrinos. Les neutrinos des supernovas. En 1984, si je ne dis pas de bêtises, la supernova qui a explosé dans le nuage de Magellan, juste à côté, elle a relâché des milliards de neutrinos, et sur Terre, on en a détecté une poignée, une dizaine, juste au moment de l'explosion, même un peu avant l'explosion visible, quoi. Donc les neutrinos avaient réussi à s'échapper avant la lumière. Les réacteurs nucléaires en produisent. Autrefois, ici, il y avait beaucoup d'antineutrinos dans le secteur, mais ils n'étaient pas dangereux, puisqu'ils ils déposent aucune dose dans le vivant. Vous avez un bruit de fond cosmique qui vient des anciennes supernovas. Et puis vous avez des neutrinos atmosphériques qui viennent des rayons cosmiques. C'est-à-dire que les rayons cosmiques font des gerbes, et dans les gerbes, vous avez des muons qui se désintègrent. Ces muons se désintègrent, ils crachent des neutrinos. Les pions aussi, quand ils se désintègrent, ils crachent des neutrinos. Et enfin, vous avez des neutrinos plus hypothétiques, là, les neutrinos ultra-énergétiques des galaxies, on commence à les détecter. Et puis enfin, des neutrinos de la coupure GZK. Quand les protons ultra-énergétiques frappent le rayonnement fossile, ça doit ensuite aussi faire des neutrinos. On ne les a pas encore découverts, ceux-là. Bon, voilà, il y a une infinité de choses à dire, mais ce sont des rayons cosmiques essentiels, en effet. Plus d'autres questions? Eh bien, il n'y a plus qu'à remercier encore grandement Merci. Guillaume. Merci à vous. Et puis pour ceux qui sont vraiment intéressés de voir l'objet chambre à brouillard, dans 5 minutes, notre ami Julien Simon mettra sa chambre ici qu'il a fabriquée pour que ceux qui veulent voir de plus près puissent voir à quoi ça ressemble. Je vous souhaite une bonne soirée. La prochaine rencontre sera le 19 juin et on parlera du réchauffement climatique, le vrai, le faux, l'incertain. Vous allez tomber sur un climato-sceptique. Je dirais que Courtillot est, oui, plutôt sceptique, oui. Demandez-lui ce qu'il pense des cosmiques. Et de la belle spirale que tu nous as montrée. Alors oui, c'est fini. Il y a des charges. Il y a du rayonnement cosmique dans ça.
Étienne nous a fait part de ses doutes.